Marlène Schiappa, une semaine après la polémique des Inrocks consacrée à Bertrand Cantat, le magazine Elle a choisi de consacrer son édito à Marie Trintignant. Ça sort ce matin, on le voit sur cet écran. Morte le 1er août 2003 sous les coups de l'ancien chanteur de Noir Désir. On ne t'oublie pas, insiste ce texte en forme de plaidoyer contre les violences faites aux femmes. Quelle est votre réaction face à cet édito du magazine Elle ce matin? Je sais que vous aviez réagi aux Inrocks, mais... Je pense que c'est évidemment une excellente initiative. Voilà, je pense à elle et je pense à ses enfants. Est-ce que vous diriez, Marlène Schiappa, quand on voit cet édito, quand on voit ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui, que l'on est un tournant dans la société sur ce sujet des violences faites aux femmes ? Je le souhaite. En tout cas, ce que j'observe, c'est que les femmes parlent de plus en plus et que la société les écoute de plus en plus. Parce que les femmes, en réalité, ont toujours parlé, mais souvent, on ne les a pas écoutées. Et là, elles se mettent ensemble, elles parlent en groupe. Et du coup, je pense que la société s'indigne de plus en plus, laisse de moins en moins passer des choses de l'ordre du sexisme, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles ou des coups menant à la mort dans le cas de Marie Trintignant. Quel regard est-ce que vous portez sur le hashtag Balance ton porc qui s'est diffusé sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode? Je pense que tout ce qui peut permettre aux femmes de parler est une bonne méthode et je pense qu'il faut vraiment, de mon point de vue, se garder de dire aux femmes comment elles devraient parler ou ne pas parler parce que ça n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond de ce qu'elles disent et je comprends qu'être derrière un écran soit plus facile pour dire des choses qui sont extrêmement dures à verbaliser. Maintenant, bien évidemment, Twitter, ça ne remplace pas un tribunal, ça ne remplace pas une action en justice, mais c'est déjà un premier pas. Et peut-être un pas majeur pour beaucoup de femmes que de parler de ce sujet. Ça libère clairement la parole, mais est-ce que ça ne peut pas être source aussi de pression ou de problématiques judiciaires? En fait, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Écoutez, on verra. J'ai l'impression que pour l'instant, d'après ce que j'observe, il n'y a pas de dérive. D'après ce que j'en ai vu, en tout cas, je pense que Twitter n'est pas plus que rien d'autre une zone de non-droit. Donc je pense qu'il n'y aura pas de dérive sur ce sujet. Est-ce que le fait que la parole se libère, comme elle s'est libérée sur Twitter ces derniers jours, ce n'est pas aussi le signe d'une défaillance des institutions et notamment des institutions judiciaires ? C'est un signe effectivement qu'on regarde avec attention. La question que nous devons nous poser, nous les pouvoirs publics, c'est effectivement de se dire pourquoi les femmes préfèrent parler ou parlent en tout cas plus sur Twitter qu'en allant dans un commissariat de police. Effectivement, c'est pour ça que nous avons ouvert cette grande consultation pour faire une loi citoyenne pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. J'étais hier soir avec notamment la garde des Sceaux, mais aussi le président de l'Assemblée nationale et des ministres Brigitte Macron et beaucoup de parlementaires. Nous étions à un débat après un spectacle d'Andrea Bescon sur le sujet des violences sexuelles et sexistes. L'idée, c'est que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse participer à l'écriture de cette loi et nous dire, par exemple, pourquoi ils ne vont pas déposer des plaintes ou pourquoi les plaintes n'aboutissent pas. Donc on met les experts, la justice, les magistrats, mais aussi les victimes de ces faits dans l'écriture de cette loi. Les choses sur la prise en compte des plaintes et de la parole des femmes, notamment devant la justice ou les services de police, les choses se sont quand même beaucoup améliorées ces dernières années. Il y a encore des progrès significatifs à faire. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que les choses se sont améliorées. D'abord, c'est une profession, la police, qui s'est considérablement féminisée dans les dernières années. Et ensuite, il y a un certain nombre de formations qui ont été mises en place. Je pense à ce que fait la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes, qui est dirigée par Elisabeth Moiron-Braud, qui fait un énorme travail justement en interministérialité avec le ministère de l'Intérieur pour créer des kits de formation. Je rappelle qu'il y a en France 1281 fonctionnaires qui sont mobilisés sur le territoire dans le cadre des brigades familiales et des référents territoriaux pour lutter contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Vous parliez de cette grande consultation citoyenne que vous avez lancée pour mettre en place votre texte contre les violences sexuelles et sexistes. Comment concrètement vous allez faire pour élaborer une loi issue d'une consultation citoyenne? Puisque c'est assez original comme démarche. Oui, absolument, c'est original. On l'assume, ça fait partie de l'identité du mouvement politique auquel j'appartiens, La République En Marche, la consultation citoyenne, l'intelligence collective. Là, nous avons lancé un tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes le 4 octobre dernier. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a marqué son top départ. Et nous faisons des ateliers partout en France qui sont organisés par les services déconcentrés des droits des femmes. Vous savez qu'en France, il y a une administration centrale des droits des femmes. Il y a des services déconcentrés dans les régions, dans les départements. Elles organisent et font organiser des ateliers. Et au cours de ces ateliers, eh bien, chacun prend la parole et fait part de son sentiment. Le premier sur la question de cette loi a eu lieu hier soir dans les circonstances que je vous rappelais tout à l'heure. Alors, l'une des mesures de ce texte, ce sera la pénalisation du harcèlement
harcèlement de rue. Concrètement, comment fait-on pour pénaliser le harcèlement de rue? C'est une vraie question. D'abord, on définit le harcèlement de rue. Donc, nous avons installé avec justement le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice un groupe de travail de 5 députés de tous bords politiques, de gauche, de droite, du centre, d'En Marche. Et ces 5 députés ont pour mission de définir, de fabriquer la définition juridique du harcèlement de rue ou de l'outrage sexiste, selon le terme qui est retenu, et de dire comment on pourra le verbaliser. Mais le président de la République l'a dit dans son intervention télévisée sur TF1, il a dit que la police de la sécurité quotidienne aurait parmi ses priorités la sécurité des femmes et notamment la lutte contre le harcèlement de rue dans la rue et dans les transports. Quand ça passe par la voix, comment ça va se passer concrètement? Il faudra qu'il y ait des témoins, plusieurs témoins, vous avez une petite idée? L'idée, ce serait qu'on soit sur du flagrant délit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aurait, pas à chaque fois, mais quand il y aurait du harcèlement de rue, eh bien, les policiers, les policières qui seraient en patrouille verraient le harcèlement de rue et interviendraient en flagrant délit en mettant une amende. On est conscient qu'il n'y aura pas justement à chaque fois un policier, une policière derrière chaque phénomène de harcèlement de rue, mais je pense que c'est très important et c'est aussi le rôle de la loi de dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et je pense que ça aura valeur d'exemple et valeur de pédagogie quand je vois à quel point la parole sur le harcèlement de rue s'est libérée ces derniers mois sur ce sujet. Je pense qu'on est en train de faire des progrès sur justement l'abaissement de notre seuil de tolérance à ces phénomènes. Mais juridiquement, Marlène Schiappa, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait répétition. Là même s'il y a du flagrant délit, si ce n'est qu'une fois, est-ce qu'il se sera considéré comme du harcèlement ou est-ce que vous allez changer la définition du harcèlement du coup? Alors d'abord, la Cour de cassation a ajouté des précisions au harcèlement quand ça peut être considéré comme du harcèlement juridiquement, y compris quand ça n'a lieu qu'une fois, mais qu'il y a un caractère, je crois, d'intimidation majeure. Donc il y a une interprétation selon les cours de justice. Mais ensuite, oui, vous avez raison, il y a ce caractère répétitif. À la base, pourquoi les femmes ont appelé ça harcèlement de rue? Parce qu'il y avait un caractère répétitif, mais de plusieurs personnes différentes. C'est là qu'est la difficulté dans la caractérisation dans la loi. C'est pour ça qu'on étudie la possibilité de parler peut-être aussi d'outrage sexiste pour enlever le terme de harcèlement, mais c'est quelque chose qui est encore à l'étude avec les 5 députés du groupe de travail. Et il y a déjà des lois, des nombreuses lois qui existent sur ce sujet. Est-ce que vous ne craignez pas, comme le disent certaines associations féministes, que ça ne soit qu'une loi de plus qui ne soit pas forcément efficace? Non, alors moi j'ai entendu beaucoup d'associations au contraire saluer cette prise de parole et saluer cette loi. Je pense qu'elle sera efficace et je pense qu'on ne peut pas souhaiter qu'il n'y ait pas de loi. On ne peut pas souhaiter que reste permis en France de suivre, de harceler des femmes dans l'espace public. Je pense que c'est le rôle de la République française de dire très clairement ce qui fait partie de son cadre républicain, de son jeu social ou pas. Est-ce que finalement on n'est pas à la fois dans la symbolique et que la symbolique de cette loi compte autant que sa mise en œuvre? Si, complètement. Je l'assume complètement. Il y a 2 volets. Il y a un volet réel de flagrant délit et je pense qu'il y aura du flagrant délit. Je pense que les forces de l'ordre verbaliseront pour du harcèlement de rue. Mais il y a effectivement cet aspect pédagogique qui fait partie de ce que nous voulons faire. Vous avez la responsabilité de l'égalité femmes-hommes. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron a dit qu'il était pour reconnaître des droits égaux. Comment on reconnaît des droits égaux en autorisant la PMA pour les couples de femmes et en interdisant la GPA pour les couples d'hommes? Je sais que vous n'aimez pas l'expression de droit à l'enfant, mais est-ce que ce droit à l'enfant doit être égal pour les femmes et pour les hommes? C'est que je n'y crois pas, en fait. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne pense pas, mais ça c'est ma conviction personnelle, c'est un débat quasiment philosophique, mais je ne pense pas qu'il existe un droit à l'enfant. Ce n'est pas au nom du droit à l'enfant que je suis favorable à l'ouverture de la PMA. C'est parce qu'il y a une discrimination actuellement entre les femmes en couple hétérosexuel et les femmes en couple homosexuel ou célibataire qui a été relevé par notamment le défenseur des droits, la Cour européenne et d'autres instances. Mais du coup, sur cette question du droit à l'enfant, est-ce qu'il n'y aura pas une discrimination entre les couples de femmes et les couples d'hommes? Non, écoutez, je pense que le mot de discrimination, j'y suis extrêmement attachée et je lutte véritablement contre toutes les discriminations. J'étais maire adjointe à l'égalité et la lutte contre les discriminations précédemment. Mais je pense que là, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une discrimination, il s'agit d'une inéquité, éventuellement d'une différence. Mais si on considère que c'est une discrimination, ça veut dire que le fait que les femmes accouchent et que les hommes n'accouchent pas serait une discrimination en soi. Ça n'est pas le cas. C'est une différence, mais qui n'est pas une différence discriminante, je pense. Emmanuel Macron souhaite un débat apaisé sur ce sujet de la PMA. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut avoir un débat apaisé sur ce sujet? Oui, je le pense. Stéphane Vernet. Alors, il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous. On vous entend beaucoup en ce moment sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Par contre, sur un sujet récurrent et très important, qui est celui de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est quelque chose, on ne vous entend pas sur ce point précis, est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre agenda, que vous y travaillez, ou vous estimez que la situation en la matière aujourd'hui en France est satisfaisante?
Alors j'ai fait énormément, ça a été les premières actions que j'ai menées quand j'ai été nommée, l'égalité salariale, et j'en ai encore parlé lors des questions au gouvernement dernièrement, et c'est un des thèmes phares du Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une de mes premières actions, ça a été de faire le name and shame pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle. Dans l'égalité professionnelle, il y a bien sûr l'égalité salariale. Et nous sommes en train de travailler avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle que je préside en tant que secrétaire d'État, qui mène un travail justement pour le calcul entreprise par entreprise des inégalités de salaire. Il y a un logiciel en Belgique qui s'appelle Logib qui fait cela, qui calcule les pourcentages d'écart de salaire et qui permet aux entreprises de rééquilibrer. J'étais en visite à Bordeaux il y a quelques semaines. J'ai visité l'entreprise Cdiscount qui a justement entrepris de rehausser tous les salaires des femmes qui étaient inférieurs à ceux des hommes à poste égal ou équivalent pour arriver à une parfaite égalité salariale. Ça nous prouve que c'est faisable et que c'est possible quand il y a une volonté dans l'entreprise. Alors là aussi, Marlène Schiappa, des lois existent sur ce sujet de l'égalité salariale professionnelle, notamment la loi Sauvadet. Est-ce qu'il n'y a pas des failles dans leur application ? Absolument, il y a des failles dans leur application, vous avez raison de le souligner, il y a des trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression un peu familière, mais la loi Sauvadet dont vous parlez, par exemple, elle prévoit 90 000 € de pénalité financière par unité d'emploi manquant, c'est-à-dire à chaque fois qu'on n'atteint pas le quota de 40% et qu'il n'y a pas de primo-nomination de femmes aux fonctionnaires, il y a cette pénalité qui est prévue. Or, nous nous sommes aperçus qu'il n'existe pas de canal, il n'existe pas de dispositif qui permette d'affecter au budget de l'État cette pénalité financière qui serait versée ou prélevée par la fonction publique elle-même. Donc c'est ce que nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire ce dispositif pour permettre de réaffecter au budget de l'État cette somme. Au demeurant, le ministère de l'Action et des Comptes publics m'a d'ores et déjà reversé 500 000 € au titre de ce qui pourrait être prélevé pour l'année à venir. Vous parliez de la Belgique, il y a des pays qui font beaucoup mieux que nous. Sur l'égalité salariale ? Oui. Il y a des cultures très différentes. J'étais à Londres, j'ai rencontré mon homologue il y a quelques semaines. On a des problèmes à peu près similaires sur l'égalité salariale. On est sur le même taux d'écart de salaire. Mais paradoxalement, il y a des pays dont on peut penser qui seraient moins à la pointe et qui en fait ont beaucoup moins d'écart de salaire entre les femmes et les hommes que nous. Donc effectivement, c'est véritablement un enjeu culturel. Mais vous savez, je pense que tout est lié. Je pense qu'on ne peut pas dire aux femmes qu'elles doivent briser le plafond de verre et aller négocier des augmentations de salaire si elles doivent craindre pour leur sécurité dans la rue, sur le trajet, dans les transports en commun, sur le trajet qui les mène sur leur lieu de travail et qu'elles arrivent terrifiées après avoir passé une demi-heure à raser les murs et avoir peur en regardant derrière elles. Et elles ne peuvent pas arriver comme des conquérantes et des Wonder Woman négocier leur augmentation. Alors le sénateur et secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent a demandé hier le retour d'un ministère plein des droits des femmes. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que c'est très gentil de demander que j'ai une promotion, je le remercie vraiment. Et il ne m'est pas apparu que je faisais moins avec un secrétariat d'État qu'on a pu faire auparavant avec un ministère plein et entier, puisque la différence entre le secrétariat d'État et le ministère, c'est principalement le statut de la personne en charge du portefeuille et au demeurant sa rémunération. Mais je suis rattachée à Matignon, donc ça veut dire que j'ai davantage de moyens qu'on n'en a jamais mis. Au demeurant, le budget de l'égalité entre les femmes et les hommes augmente, le budget des droits des femmes atteint près de 30 millions, ce qui est le seuil le plus haut qui n'ait jamais été atteint, et il sera exécuté intégralement et il est sanctuarisé pour toute la durée du quinquennat. J'ai beaucoup entendu des gens râler sur le gel du budget 2017. J'ai pas entendu beaucoup de salutations et de félicitations au Premier ministre pour cet arbitrage rendu sur un budget historiquement le plus peut-être haut. Parce que certes c'est le budget le plus haut, vous l'avez dit, près de 30 millions d'euros, mais il ne représente quand même que 0,006% du budget des ministères. On a augmenté un petit peu. Alors peut-être 0,007, mais en attendant, Pierre Laurent, par exemple, lui dit qu'il faudrait 1 milliard pour vous permettre de réaliser vos actions. Vous en avez 30 millions. Est-ce que, même si c'est le budget le plus haut, vous manquez de moyens ? Lui, il estime, d'après des calculs qu'il a fait, qu'on peut dire 1 milliard, 10 milliards, il faudrait 3,7 milliards pour lutter contre les violences. Mais il en ferait quoi ? Il demande 1 milliard. Bon, ça, vous lui demanderez ce qu'il compte en faire. En attendant, il demande 1 milliard pour votre ministère, mais au-delà de ce que demande Pierre Laurent, est-ce que 30 millions, c'est suffisant ? Écoutez, les 30 millions, vous savez, ils servent quasiment intégralement à subventionner des associations, à subventionner des actions. Pour le reste, ce sont les autres ministères qui sont mis à contribution, et on retrouve ça dans le DPT, le document de politique transversale, qui permet de voir qu'en réalité, on est au-delà de 30 millions.